Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode de notre série consacrée à l'activité de location de courte durée en 2026, dans lequel nous allons nous pencher sur la question des taxes applicables à une activité de location saisonnière. Entre la CFE, la taxe d'habitation, la taxe foncière et celles qui lui sont affiliées ou encore la TVA, il est parfois difficile de s'y retrouver, raison pour laquelle nous leur consacrons un épisode complet de cette série. Commençons par la taxe la plus connue en location meublée, la CFE, ou cotisation foncière des entreprises. Avec la CVAE, elle est l'une des deux composantes de la CET, la contribution économique territoriale. La CFE concerne les personnes, morales ou physiques, qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée. En conséquence, les loueurs en meublé sont en principe redevables de la CFE. Le montant de la CFE est variable d'une année sur l'autre, car, pour les locations de courte durée, il est calculé sur la base de trois facteurs que sont la valeur locative du bien au 1er janvier de l'année, le taux voté par la commune et le montant de chiffre d'affaires de l'activité. Attention, pour ce dernier, le montant pris en compte est celui de l'année N-2. Toutefois, de nombreuses possibilités d'exonération existent en location saisonnière. La première concerne toutes les activités dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5 000 euros, tandis que la deuxième concerne les résidences principales qui ne sont louées qu'en partie. Pour les autres cas d'exonération, ils sont à la discrétion des communes, qui peuvent choisir d'exonérer de CFE pendant 3 ans les nouvelles activités. De plus, en principe, et sauf délibération contraire, les meublés de tourisme classés compris dans la résidence principale du loueur bénéficient également de l'exonération, qu'ils soient loués en partie ou en totalité. Enfin, s'ils ont rempli le formulaire 1147 CSD la première année de leur activité, les loueurs bénéficient d'une exonération de CFE sur la première année civile. Par ailleurs, la deuxième année civile, la CFE est calculée sur la moitié de la base imposable, ce qui signifie que son paiement en totalité n'intervient qu'à partir de la troisième année. Et même pour les loueurs n'étant pas concernés par un cas d'exonération, il reste possible de demander un dégrèvement de CFE à l'administration fiscale. Ce dégrèvement est réalisé au regard de la valeur ajoutée de l'entreprise, car la CFE ne peut excéder 1,531% de la valeur ajoutée. Si c'est le cas, le loueur peut donc bénéficier d'un dégrèvement de la différence. Deux solutions sont alors possibles, à savoir un remboursement du montant du dégrèvement ou, plus communément, un report sur le montant de leur prochain versement de CFE l'année suivante, car les demandes de dégrèvement se font d'une année pour l'autre. Toutefois, s'il existe un plafond de CFE, il existe également une valeur plancher. Ainsi, quelle que soit la situation, les loueurs non exonérés restent soumis à la cotisation minimale de CFE prévue par la commune. Mais quelle que soit la situation, il est important de rappeler que, si vous êtes tenu de régler la CFE, le montant payé est considéré comme une charge déductible que vous pourrez donc déduire de votre montant imposable si vous avez choisi de relever du régime réel d'imposition. Passons maintenant à une taxe que l'on évoque souvent aux côtés de la CFE, à savoir la taxe d'habitation pour les locations de courte durée. Il s'agit d'une taxe perçue au profit des collectivités locales et elle concerne toutes les personnes physiques ou morales qui ont la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation, à quelque titre que ce soit, propriétaires, locataires ou encore occupants à titre gratuit. Mais depuis 2023, les résidences principales des propriétaires et locataires en sont exonérées, ne reste donc plus que les résidences secondaires louées sur la courte durée. Dans ce cas, le critère déterminant pour l'assujettissement à cette taxe est la possibilité d'occuper le bien soi-même. Cela veut dire que si le loueur est dans l'impossibilité de prouver que son bien était disponible toute l'année à la location, il doit s'acquitter de la taxe d'habitation, même s'il ne s'y est pas effectivement rendu. Pour s'exonérer, l'un des moyens existants est de recourir au service d'un gestionnaire de biens par le biais d'un contrat de gestion exclusif. Ce mandat prouve que le propriétaire ne peut plus y accéder pendant la durée du contrat et ne remplit donc pas le critère de l'occupation privative nécessaire pour déclencher le paiement de la taxe d'habitation. Autre possibilité, pour les chambres d'hôtes et les meublés de tourisme classés, certaines communes situées dans des zones de revitalisation rurale peuvent choisir d'exonérer ces activités du paiement de la taxe d'habitation. En cas de paiement, le montant est, tout comme la CFE, variable d'une commune à l'autre. Il est calculé sur la valeur locative cadastrale de la propriété, qui est revalorisée chaque année en fonction de la variation de l'indice à la consommation, et sur la base du taux d'imposition voté par les collectivités territoriales, qui est donc appliqué à la valeur cadastrale de la propriété, éventuellement revalorisée. Du côté des taxes liées à un bien immobilier se trouve également la taxe foncière à laquelle les loueurs de courte durée sont soumis. Comme les précédentes, elle se calcule sur la base de la valeur cadastrale de la propriété au 1er janvier, avec une revalorisation et l'application du taux de la commune. Dans certaines situations, il est toutefois possible de se voir exonérer du paiement de la taxe foncière, même si les conditions sont exigeantes.
Ainsi, vous pouvez prétendre à une exonération temporaire de la taxe foncière dans le cas où le local affilié à l'activité de location meublée a connu certains changements, à savoir une construction nouvelle ou une reconstruction, une addition de construction, ou encore si un changement d'affectation a été réalisé, mais uniquement si la conversion a occasionné d'importants travaux de transformation. Si vous parvenez à obtenir une exonération, elle sera valable pendant les 2 années qui suivront celle de la réalisation définitive des travaux, mais ne vaudra que pour la partie du logement concerné. Ainsi, dans le cas d'une extension du logement, seule la surface nouvelle créée bénéficiera de l'exonération et non l'intégralité du bien. Pour avoir une chance d'obtenir une telle exonération, faites également bien attention au délai, car toute demande d'exonération temporaire doit être adressée au centre des impôts dont dépend le logement dans les 90 jours suivant l'achèvement des travaux. Il existe également une seconde possibilité de prétendre à une exonération temporaire. Il s'agit du cas dans lequel vous réalisez des travaux d'économie d'énergie pour le bien concerné. Elle aura alors une durée de 3 ans et pourra être totale ou partielle, mais son obtention sera soumise à une délibération de la collectivité territoriale. En tout état de cause, et si vous ne pouvez pas bénéficier d'une exonération, la taxe foncière reste déductible de vos revenus de location meublée au régime réel, puisqu'elle est considérée comme une charge déductible, tout comme la CFE. Passons maintenant aux taxes plus particulières que sont la taxe GEMAPI, la TEOM, mais aussi, plus spécifiquement pour la location de courte durée, la taxe de séjour et la SACEM. La taxe GEMAPI, de son nom complet Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, est une taxe facultative mise en place par les communes qui vise à compenser les dépenses liées aux événements climatiques majeurs. Son application, comme son montant, varie donc selon la commune où se trouve le bien loué. Du côté de la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, son montant est affilié à la taxe foncière et a donc tendance à la suivre au gré de ses fluctuations. Si ces deux taxes peuvent concerner tous les loueurs en meublé, de courte comme de longue durée, les deux suivantes sont spécifiques à la location saisonnière. La plus connue est la taxe de séjour, en vigueur dans bon nombre de communes touristiques et qui concerne les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation, c'est-à-dire les locataires occasionnels. Quant aux locaux concernés, la liste est assez longue et on y retrouve bien évidemment les meublés de tourisme ainsi que les chambres d'hôtes. Si le coût de la taxe de séjour repose sur le locataire et non sur le propriétaire, il convient d'y faire attention, car c'est au propriétaire du bien de la collecter auprès du locataire, à moins que cela ne soit fait de manière automatique, comme cela peut souvent être le cas si vous passez par une plateforme pour la location de votre bien. Il existe deux modes différents de collecte de la taxe de séjour qui sont au choix de la commune, au réel ou de manière forfaitaire. Au réel, la taxe de séjour sera réglée par le client en plus du coût de son séjour. Le prix à payer devra alors apparaître sur la facture client et s'obtient en multipliant le tarif applicable à chaque catégorie par le nombre de nuitées et de personnes imposables. Pour rappel, plusieurs catégories de personnes ne sont pas concernées par la taxe de séjour et ne doivent donc pas être incluses dans le calcul, à savoir les personnes mineures, les bénéficiaires d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employé dans la commune, ou encore les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par le conseil municipal. Au forfait, c'est l'hébergeur qui règle la taxe de séjour dont le calcul s'effectue indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées. Son montant est alors déterminé en fonction du tarif applicable à la catégorie de l'hébergement par unité de capacité d'accueil, du nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'hébergement et dans la période de perception de la taxe, et de la capacité d'accueil de l'hébergement, éventuellement diminuée d'un abattement allant de 10 à 80%. Son coût effectif pour le loueur peut ensuite être répercuté sur le prix de location à la nuitée. En matière de prix pour la taxe de séjour, ce dernier est variable et la grille complète est consultable sur le site du ministère de l'économie. Attention, certains tarifs peuvent néanmoins faire l'objet d'une majoration. La deuxième taxe est bien moins connue. Il s'agit des droits SACEM. En principe, la SACEM collecte à présent une taxe correspondant à des droits d'auteur auprès des loueurs de location touristique qui mettent à disposition de leurs locataires des appareils de diffusion de musique ou de vidéo comme une télévision ou une enceinte Bluetooth. L'application de cette taxe est toutefois difficile à vérifier, mais les loueurs qui souhaitent s'en acquitter peuvent se rendre sur le site de la SACEM et ainsi bénéficier d'une réduction de 20% sur le prix du forfait annuel qui se situe aux alentours de 200 euros hors taxe. Si vous réglez le montant de ces droits, sachez que cette somme sera entièrement déductible de vos recettes de location meublée si vous relevez du régime réel simplifié. La dernière taxe qu'il nous faut maintenant aborder est la TVA, dont certains loueurs de courte durée peuvent être redevables. Pour la présenter rapidement, la TVA est une taxe indirecte sur les dépenses de consommation. Elle est donc payée par le consommateur et collectée par les entreprises qui participent au processus de production et de commercialisation. Son montant est proportionnel au prix de vente du produit hors TVA. Puisqu'il s'agit d'une activité commerciale, la location meublée est, en principe, dans le champ d'application de la TVA, mais de nombreux loueurs en sont exonérés. Pour connaître les cas d'exonération en location meublée, il est nécessaire de se tourner vers les dispositions du Code général des impôts, et plus particulièrement le petit 4 de l'article 261D. Cet article précise, en premier lieu, que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.
En principe donc, pas de TVA à payer en location meublée, sauf dans le cas où vous avez conclu un bail commercial. Toutefois, au-delà de cette éventualité, il existe quelques autres exceptions qui sont également précisées au 4 de l'article 261D du Code général des impôts. Ce que nous apprend cet article est que si vous avez une activité de location meublée et que vous louez votre bien sur de courtes durées, vous êtes redevable de la TVA si vous proposez au moins 3 des 4 prestations que sont la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception des clients locataires, même si elle n'est pas personnalisée. Sur la base de cette définition, beaucoup de loueurs de meublés de courte durée ne paient donc pas la TVA car ils ne proposent pas au moins 3 des 4 services mentionnés dans le Code général des impôts. Toutefois, au cours de l'année 2025, un article du BOFIP, le Bulletin officiel des finances publiques, est venu changer les choses pour les locations de 5 nuitées ou moins. Ainsi, pour les séjours de 5 nuitées ou moins, la condition de ménage régulier des locaux est considérée remplie à partir du moment où le ménage a été réalisé lors de l'entrée dans les lieux. Il n'est donc plus nécessaire d'effectuer le ménage en cours de location pour que ce service soit considéré comme accompli. Il en est de même pour la fourniture du linge, auparavant considéré comme un service uniquement si le linge était renouvelé. Il suffit aujourd'hui, pour les séjours de 5 nuitées ou moins, que le linge, comme les draps et serviettes, soit fourni dans le logement. Si davantage de loueurs saisonniers qui louent sur de très courtes durées ont des chances d'être redevables de la TVA, ils pourront toutefois y échapper en maintenant le niveau de leurs recettes sujettes à TVA en deçà du seuil de franchise, ce qui les exonérera donc de son paiement. Dans le cas contraire, les loueurs devront choisir un régime de TVA entre le régime réel simplifié et le régime réel normal. À noter que ces régimes de TVA ne sont pas corrélés au choix du régime fiscal des loueurs pour l'imposition de leurs revenus de location de courte durée. Nous en avons maintenant terminé avec notre liste des taxes applicables en location de courte durée. Pour les prochains épisodes de cette série, nous allons sortir du cadre réglementaire et fiscal strict et nous intéresser à la question des frais de plateforme ainsi qu'au contenu des annonces de location. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.